Bien, bonsoir. Je suis très heureux d'accueillir ici mon ami Slavoj Žižek, qui est... Enfin, vous verrez ce qu'il est. Juste les rappels traditionnels. Le prochain séminaire, qui est le lundi 8 juin, lundi prochain, donc, ce sera le dernier séminaire de l'année. Et nous le consacrerons à une espèce de concentré, de bilan de ce qui a été fait jusqu'à ce jour, et évidemment à l'annonce de ce que nous ferons l'année prochaine dans ce même lieu. J'indique par ailleurs que, pour ceux qui veulent me voir, qui ont une affaire à traiter, la permanence sera le mardi 9 juin à 14h, à partir de 14h, comme d'habitude, au 29 rue d'Ulm, deuxième étage. Donc, mardi 9 juin, à partir de 14h, 29 rue d'Ulm, deuxième étage. Oui, alors, ma tâche d'hôte est évidemment de présenter mon invité et de lui donner toute liberté de s'exprimer ensuite. Et je veux commencer par dire que nous sommes là à cause de ça. Et quand je dis ça, c'est pas rien. Ça pèse son poids. C'est pas rien parce que c'est moins que rien, non? C'est exact. Mais moins que rien, c'est le titre, c'est pas la chose. Enfin, sur le titre et la chose, on peut discuter longtemps, dans tes termes. Et donc, nous sommes là, en effet, pour parler de moins que rien, ce qui, en effet, est très différent de parler de rien, ça, ou de ne rien parler. Et pour introduire Slavoj, je vais vous lire tout simplement la préface que j'ai écrite pour ce livre, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à dire pour l'introduire que de le préfacer. En précisant que c'est, à mon avis, un chef-d'œuvre philosophique et que une sorte de somme qui... C'est ma jalousie. Il a réussi à faire plus long que l'être et l'événement et même plus long que Logique des mondes. 950 pages. 950 pages de philosophie pure. Je vous conseille vivement de l'emporter tout l'été. Voilà. Comme livre de plage, il est excellent. Alors, je vous lis ce que j'ai écrit, parce que... Bon. Alors, j'ai écrit quelque part qu'il y avait eu 5 philosophes importants en Europe dans la deuxième moitié du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Alors, laissons de côté les 4 premiers. Le 5e était mon ami Slavoj Žižek. Et il y avait un 6e, un philosophe surnuméraire, moi-même. Alors, dans cette distribution des prix, quoi qu'on puisse en penser, résulte en tout cas que Žižek et moi-même, comme vous le voyez, formons une paire, laquelle d'ailleurs fonctionne officiellement comme direction des conférences internationales sur le mot communisme, qui se sont tenues à Londres, à Berlin, à New York et à Séoul, et qui continueront l'année prochaine à La Paz et à Rio de Janeiro. Alors, toujours amateur d'histoire tirée de l'équipée des États socialistes, dont en tant que Slovène, il est quand même originaire, Slavoj compare volontiers la paire que nous formons à un bureau politique, lequel, comme toujours, est rempli d'anecdotes concernant les rivalités, les exclusions et les exécutions. Alors, certains étés, nous formions aussi une paire à l'European Graduate School, à Saas-Fee, dans les montagnes, parce que devant la même classe, il enseignait de 9h à 10h30, et puis je le relayais de 11h à midi et demi. Et donc je le croisais sur le chemin en pente qui montait du village de Saas-Fee jusqu'au site où se tenaient les cours,
Et il me tenait au courant des jugements qu'avec sa classe, il avait portés sur moi. C'était notre sujet de conversation préféré, hein, il ne me démentira pas, quand nous nous croisions sur le chemin de l'école. Et un de mes nombreux crimes idéologiques était d'aimer le film d'Eastwood sur la route de Madison, et qu'il tenait pour une bleuette conventionnelle, larmoyante et réactionnaire. Et il voyait dans mon amour pour ce film un indice suspect. Et avec la classe, ils avaient délibéré, et Slavoy, la mine gourmande, me disait « Tu as été condamné à la peine capitale pour déviation idéologique petite bourgeoise. Cependant, nous avons trouvé, en cherchant bien, des circonstances atténuantes. Nous t'avons condamné à 10 ans de goulag, pendant lesquels tu devras méditer les œuvres complètes de Jdanov. » Alors je lui pardonne tout. Je lui pardonne tout parce que je sais l'amitié profonde, l'amitié solide qu'il a toujours eue pour moi et qui, croyez-moi, est rare dans le champ philosophique, qui est bien, comme le disait Kant, un champ de bataille, en général. C'est lui qui m'a fait connaître dans le milieu académique nord-américain, et il l'a fait il y a longtemps maintenant. Il l'a fait à travers des interrogations critiques serrées, mais aussi une souveraine reconnaissance, un manque total d'esprit mesquin, de rivalité, une admiration extrêmement rare, à vrai dire. Où est-ce qu'on pourrait trouver quelqu'un d'autre que Slavoj Žižek pour dire publiquement d'un collègue et donc d'un rival, comme moi, qu'il est un penseur vivant, comparable à Platon ou à Hegel. Et cette écrasante, cette très excessive comparaison, il l'a fait avec simplicité, avec amitié, parce qu'il souhaiterait que ce soit vrai, tout simplement. On a souvent dit de ci, de là, qu'il était un histrion, un phraseur, dont la rhétorique dissimule l'inconsistance, un arriviste, quelqu'un d'imbu de lui-même et de retors. Ça circule, ces choses-là. Je voudrais dire ici, et j'argumenterai plus loin, que je pense exactement le contraire. Slavoy est quelqu'un d'une rare droiture, d'une fidélité exemplaire dans l'amitié, l'admiration, et d'un sérieux total dans la recherche de la vérité ou la quête d'une nouvelle façon de penser. Il est aussi, cela se voit très vite, exposé à l'angoisse. À cette angoisse dont son maître, Lacan, un de ses deux maîtres, dit qu'elle seule subjective ou annonce le réel. Et s'il revêt parfois l'apparence d'un humoriste cynique, ce n'est que pour déjouer l'angoisse, tout en la faisant travailler. Par en dessous, c'est la passion du vrai qui règne, et une sorte de tenace invariance dans l'orientation de la pensée. Nous sommes, il est vrai, très différents. Ça se voit tout de suite. D'où du reste la possibilité que notre père fonctionne, quand la circonstance l'exige, à plein régime. Toujours à l'European Graduate School, un jour, un étudiant me dit avoir trouvé une nouvelle preuve de l'existence de Dieu. J'étais extrêmement intéressé par cette étonnante nouvelle. Donnez-moi votre preuve. Ben, c'est que, me dit l'étudiant, seul un Dieu tout-puissant peut avoir créé deux professeurs de philosophie aussi différents que Žižek et vous. Je dois avouer que cette preuve faillit ébranler mon athéisme courant. Alors il se pourrait cependant que cette différence qui saute aux yeux, à nous entendre ou à nous lire, tienne plus à la forme qu'au fond, au style qu'au concept mis en œuvre. Une remarque d'apparence secondaire témoigne à mon avis d'un accord souterrain extrêmement fort, d'une subjectivité en partage dans de vastes zones de la création intellectuelle. Nous aimons l'un et l'autre avec passion les opéras de Richard Wagner, et nous sommes l'un et l'autre de fidèles communistes,
si même nous tordons se recouvre ce mot dans de nouvelles directions. Or, ces deux points font rupture. D'Adorno à la Coulabart, se déprendre de Wagner semble une opération obligée de la philosophie contemporaine, et on ne peut pas dire que la conviction communiste soit aujourd'hui très populaire chez les intellectuels européens. Il faut sans doute ajouter notre admiration immense pour Lacan, personnage largement maudit de la conjoncture actuelle, et que, à l'exception d'Althusser, il faut le reconnaître, les philosophes de la génération qui nous précède, de Sartre à Derrida, en passant par Deleuze, ne cessèrent finalement de brocarder Lacan. Alors ce singulier tissu de références, mais on en trouverait bien d'autres, fait symptôme que nos systèmes respectifs, bien qu'en surface parfois presque opposée, visent sans doute les mêmes cibles. Le présent livre, ce volumineux, ce considérable moins que rien, cet énorme moins que rien, permet d'examiner cette hypothèse car il est une véritable somme des pensées, des références et des méthodes de Slavoj Žižek. C'est sans le moindre doute, à mes yeux, le livre de philosophie le plus important paru depuis 10 ou 20 ans, avec son contraire, déductif, concis, formulaire, le « après la finitude » de Quentin Meillassoux. Il ne m'appartient pas ici de résumer ou de raconter ce chef-d'œuvre. Devenez son lecteur. Vous serez vite entraîné par les formules, les histoires, les citations, les références, tout ce tissu chatoyant, mobile, dans lequel Slavoj orne, dissimule et exhibe à la fois les ressorts métalliques d'une impitoyable résistance qui armature sa pensée. Je veux seulement rendre hommage, avant de lui laisser la parole, à la très haute, à la presque hautaine stratégie qui en gouverne le moindre détail. Quelques mots pour indiquer la majestueuse grandeur de ce projet et expliquer comment il fait pour se combiner avec tant de détails subtils, savoureux ou inquiétants. Slavoj Žižek considère que la philosophie commence réellement avec Kant. Alors pourquoi ? Eh bien parce que Kant, le premier, explique non pas comment il se fait que l'homme erre à distance de la vérité de l'être, ce qu'est le facile constat de la pré-philosophie grecque, mais comment il se fait que cette prétendue errance soit en fait dotée d'une impressionnante configuration subjective dans laquelle s'établit rien moins finalement que la totalité de l'expérience humaine, y compris la science la plus rigoureuse, à savoir la mathématique fondée par Thalès et la physique fondée par Newton. Donc vous voyez, Kant s'empare de ce décalage, de cette discordance entre l'impuissance apparente, je n'accède pas à la connaissance de ce qui est en tant qu'il est, je n'aboutis pas à la connaissance de la chose en soi, et d'un autre côté, la plus évidente puissance, la science moderne et ses conséquences. Et cela, pour Slavoj, est le modèle dialectique du réel. Et tout ce livre est sous-titré « Hegel et l'ombre du matérialisme dialectique ». C'est de la dialectique qu'il est question dans ce livre, d'un bout à l'autre. Alors pourquoi cette orientation kantienne est-elle l'origine de la dialectique ? Parce que ce qui semble ne faire qu'apparaître, soit la réalité phénoménale, comme dit Kant, n'opère l'inaccessibilité de l'être en soi, que nous ne connaissons pas, qui nous est inaccessible, qu'en tant qu'en réalité, elle fait être l'apparaître lui-même plus en vérité que ne le pourrait la simplicité de l'être en soi lui-même. En un sens, la robustesse des lois qui structurent la connaissance, qui structurent le sujet transcendantal, fait que même si je ne me représente rien, l'opération représentante, comme telle,
persiste à être en tant que moins que rien. Alors là s'initie, à l'aube de l'idéalisme allemand, la saisie du réel comme faille interne, dissidence immanente, décalage irrésolu, soit au fond toutes les formes vives de la négation. Là peut se comprendre que dans la moindre anecdote comique, on puisse saisir que le dire fait le discret secret d'un contre-dire du dit explicite, à moins que le dit explicite soit justement la vérité de ce qu'il semble nier. D'où résulte que la pensée puisse être à la fois tout entière dans ce qui est dit et entièrement décalée de ce qui est dit. Au fond, tout tient dans la fameuse anecdote juive. Les histoires juives sont essentielles dans la philosophie de Slavoj Žižek. La fameuse anecdote juive, que vous connaissez tous, mais que je rappelle, tu me dis que tu vas à Cracovie pour que moi, sachant que tu es un fiefé menteur, je pense que tu vas à Gdansk. Mais tu vas réellement à Cracovie. Alors, pourquoi une fois encore tu mens? Alors, la compréhension des raisons pour lesquelles Hegel peut soutenir que l'absolu est particulièrement actif dans le dire de qui en contredit l'existence relève de la même insistance logique. Le meilleur symptôme de l'être réside dans la différence presque nulle entre son dire et son dit, ou entre son acte et sa profération. D'où une représentation de l'histoire mondiale de la philosophie. L'idéalisme allemand inaugurant l'histoire entière de la philosophie, cette histoire se décline pour Slavoj Žižek en 6 étapes. Premièrement, une préhistoire grecque, importante mais préhistorique. Deuxièmement, une naissance critique, avec Kant. Ensuite, 2 insistances idéalistes, Fichte et Schelling. Quatrièmement, une matrice dialectique définitive, entre guillemets, Hegel. Cinquièmement, une répétition créatrice de Hegel, par Lacan. Et sixièmement, une répétition créatrice de la répétition créatrice de Hegel par Lacan, à savoir Žižek. Alors d'où l'organisation que, moins que rien, en 2 grandes parties qui imitent, au fond, la répétition stratégique de Hegel par Lacan, une partie Hegel, puis une partie Lacan, à peu près équilibrée. Ce qui est parfaitement logique, puisque Žižek, répétant la répétition de Hegel par Lacan, doit mettre en scène cette répétition de manière à ce que, la faisant voir comme répétition, il la répète nécessairement autrement. C'est dans ce cadre stratégique qu'opère la merveilleuse méthode de Žižek, qui est de faire s'équivaloir, quant à la détection des décalages primordiaux, des matériaux d'apparence tout à fait disparates. Étant entendu que le disparate, la faille, la discordance, l'obscène, le mauvais goût, le contraste, l'inattendu, le ce qui n'est pas à sa place, est en réalité le point nodal, la bascule sensible de l'intelligibilité dialectique. Alors la lecture d'un tel livre est comme un voyage qui va de surprise en surprise. Vous ne risquez pas de vous ennuyer, ça je peux vous le dire. Mais cela même répète Hegel autrement. Dans sa phénoménologie de l'esprit, Hegel nous propose aussi un voyage, scandé par le passage d'une figure de la conscience à une autre, qui d'une certaine façon est une lecture elle-même répétitive de l'absolu dans la jointure impossible de 2 figures successives, dont l'une est la vérité de l'autre, et donc sa répétition parce qu'elle la nie. C'est la négation ici qui organise la répétition. Alors Žižek, lui, nous promène d'une blague japonaise à la plus haute et la plus incomparable analyse textuelle, puis de cette analyse à un épisode féroce
vivement racontée de la Révolution russe. De cette révolution, on passe à une pirouette scatologique, laquelle sert de transition pour l'élégante construction d'un concept neuf. Tout ça sans jamais lâcher le fil de l'existence éternellement symptomale de toute vérité mi-dite dans son dire. Alors lisez ce long et constamment passionnant voyage. Vous y expérimenterez tous les moyens de comprendre ce qu'est notre implacable malaise dans la civilisation. Et vous saurez aussi où se trouvent les moyens de l'endurer, ce malaise, de façon créatrice. Ce qui veut dire que vous aurez eu l'expérience mentale d'un nouveau lien entre vérité et liberté. Et même si je pense, ce qui n'est pas très important, que déjà Platon faisait ce dont Žižek crédite l'idéalisme allemand, comment résister à ce pouvoir existentiel du mode d'exposition qui est celui de mon ami? Comment ne pas voir que dans sa façon de sortir un lapin conceptuel tout rutilant d'un chapeau crasseux, c'est de la dialectique elle-même qu'il s'empare, avec une sorte de tremblement personnel qui, mieux que tout, démontre l'angoisse qui accompagne la philosophie quand elle touche aux vérités. Un seul exemple pour conclure, tiré du début de la deuxième en partie de Moins que rien, la lacanienne, en note, dans un développement très serré sur l'essence de la dialectique au regard de la prétention à la totalisation, nous trouvons, parmi d'autres histoires, ceci, au registre, une fois de plus, je cite, d'une vieille blague juive citée par Freud. Tu dis que tu es une ordure, mais nous ne sommes pas dupes. Tu es vraiment une ordure. Suit un grand commentaire conceptuel qui rapproche Marx et Freud et que je cite. La prémisse sous-jacente est que le tout n'est jamais vraiment tout. Toute conception du tout omet quelque chose. Et l'entreprise dialectique consiste précisément à inclure cet excès, à le prendre en considération. Donnons alors acte à Slavoj que son angoisse même, quand il doit transmettre ce genre de vérité absolue à un immense public, fait qu'il sortira le point du non-tout, l'excès, qu'il le prendra en considération sous la forme d'un lapin reste, oublié et vivant, qui sort du chapeau tout, noir et mort. Comme par exemple le lapin reste, qu'est le réel d'une ordure, au regard du chapeau tout, que semble être l'assertion « je suis une ordure ». Parouziek est non seulement un grand philosophe, mais un de ceux qui, pour rendre publiquement justice aux grandes visions qui sont les siennes, doivent et peuvent surimposer à la compétence dialectique le savoir-faire du magicien. Parce que, voyez-vous, en définitive, être profond n'est rien si vous ne savez pas montrer la profondeur là où elle existe et agit à la surface. Et c'est ce que Slavoj Žižek, je dois le dire, fait mieux que personne. Alors maintenant, je vais lui poser une question. Mon cher Slavoj, en vérité, une question qui me reste en partie, après avoir lu ta somme, porterait sur la conception que tu te fais de l'universalité, de ce qui est universel. Évidemment, pour moi, c'est une question centrale parce que c'est la question de ce que sont les vérités, en tant qu'elles ont le statut d'exception. Et pour moi, les vérités sont exactement ce que je viens de rappeler que tu développes comme l'exception immanente qui détotalise la totalité, puisque précisément elle est constitutive de l'exception.
Donc on sait bien que nous sommes là un peu sur les mêmes voies fondamentales de la rénovation de la pensée dialectique, en la transformant au fond d'une simple logique de la négation à une pensée de l'exception immanente. Mais pour moi, la figure de l'exception immanente est constitutive, à la fin des fins, de ce que peut être l'universalité d'une vérité, puisque précisément, en tant qu'exception, elle se constitue comme le reste de toute totalité, ou de toute règle de totalisation, et non pas comme interne à cette règle. Cependant, j'aimerais que tu dises ici, plus déployée, plus complète, ta propre conception de comment tout ce processus-là se connecte à l'universel. Quelle est ta pensée sur ce point? Et comment, au fond, toi, tu dialectises cette notion? Voilà ça m'intéresserait que tu me dises quelque chose là-dessus. Merci beaucoup. Ça fonctionne? Oui. Merci beaucoup. Premièrement, je dois dire que c'est un grand honneur pour moi, sérieusement, d'être ici. Deuxièmement, je dois m'excuser pour être très gentil envers moi des péculiarités de mon français. Non? J'espère que quand même, ce sera possible pour vous à me suivre. Et je dois dire que c'est la première fois que j'ai entendu le préface. Bien que c'est dans le livre, il me l'a envoyé, mais j'avais une peur, une panique totale. Je ne voulus pas le lire parce que je l'ai considéré comme un docteur qui va dire là, comme un docteur qui vient, est-ce qu'on a le cancer, est-ce qu'on a là, etc. Donc, j'ai préféré à ne pas le lire. Maintenant, bon... Le médecin a parlé. Le médecin a parlé, oui. Et c'est vrai, ça sera ma caractérisation. OK, il y a toute une série de déterminations possibles de notre rapport. L'un, c'est évident, c'est le maître et l'hystérique, non? Mais ça, c'est notre histoire. L'autre, c'est, vous savez, en anglais, il y a une très belle phrase quand on a des amis qui sont des crétins, qui causent des catastrophes. Et la phrase est en anglais, peut-être vous la connaissez, with friends like this who needs enemies. Avec des amis comme ça qui a besoin des ennemis. Et quand on me dit, mais il y a quand même des différences, etc., fondamentales, vous devez être des ennemis, toi et Alain, et je dis, peut-être, mais avec des ennemis comme ça, qui a besoin des amis, non? Ça sera, je crois, notre rapport. Deuxièmement, pourquoi je me réfère maintenant à toi comme l'ultime maoïste, etc. Pour moi, la bande des quatre ultimes de la philosophie, c'est bien Kant, Fichte, Schelling, Hegel. Et c'est très étrange à s'apercevoir que ces quatre noms correspondent pour moi, au moins, aux quatre régimes de vérité de Badiou. Comme il a dit, Kant, c'est clairement, c'est, vous savez, c'est science, politique, l'art, l'amour. Mon Dieu, ça marche. Kant, c'est la science. Le problème fondamental de Kant, c'est comment légitimer philosophiquement la science moderne, physique newtonienne. Fichte, c'est la politique. Il est le grand penseur éthico-politique. Schelling, c'est l'art. C'est presque le seul philosophe pour lequel l'art est une expression, disons, de l'absolu plus exacte, propre que la philosophie elle-même. Et, pour des raisons que je ne peux pas expliquer maintenant, Hegel, c'est l'amour. Le problème fondamental hegelien, c'est précisément le rapport des deux, amour, haine, etc., etc. Donc, je veux vraiment faire ce que tu as suggéré, expliquer la notion hegelienne de ce qu'il appelle totalité ou universalité concrète.
Et bien sûr, dans le style dialectique que tu as déjà dessiné, je veux montrer comment, pour moi, au moins, la spécificité de l'universalité hegelienne, c'est qu'une universalité de la division, pour le dire dans le terme très simple, quand il y a conflit, antagonisme, universalité, ce n'est pas quelque chose au-delà qui englobe cela. L'universalité, c'est l'universalité même du conflit, de l'antagonisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Je veux commencer par, c'est une surprise peut-être, par Marcel Proust. Vers la fin du premier chapitre du côté de, comment on prononce ça, Guermantes? Guermantes, oui. Il y a une scène mémorable. Marcel, le narrateur, utilise pour la première fois le téléphone pour parler à sa grand-mère. Voilà la citation. Après quelques instants de silence, tout d'un coup, j'ai entendu cette voix que je croyais à tort connaître si bien. Car, jusque-là, chaque fois que ma grand-mère avait causé avec moi, ce qu'elle me disait, je l'avais toujours suivi sur la partition ouverte de son visage où les yeux tenaient beaucoup de place. Mais sa voix elle-même, je l'écoutais aujourd'hui pour la première fois, et parce que cette voix m'apparaissait changer dans ses proportions dès l'instant qu'elle était un tout, et m'arrivait ainsi seul et sans l'accompagnement des traits de la figure, je découvrais combien cette voix était douce, fragile à force de délicatesse. Elle semblait à tout moment prête à se briser, à expirer en une pure flotte de larmes. Puis, l'ayant seul près de moi, vu sans le masque du visage, j'ai remarqué pour la première fois les chagrins qu'il avait fêlés au cours de la vie. Fin de citation. La voix est ici soustraite de la totalité naturelle du corps, duquel elle jaillit comme un objet partiel autonome, privé du corps dont il est l'organe. Tout se passe comme si la voix se trouvait seule près de moi, vue sans le masque du visage. Cette soustraction le retire de notre réalité ordinaire pour la placer dans le domaine virtuel du réel, où elle persiste sous la forme d'un spectre mort-vivant qui hante le sujet. Donc, que advient-il au corps lorsqu'il est séparé de sa voix, lorsque la voix est soustraite de toute de la personne? Pendant un court instant, nous voyons un monde privé de fantasmes, de cadres affectifs et de sens, un monde désarticulé. La grand-mère apparaît à Marcel, hors de l'horizon fantasmatique du sens, de la riche texture de sa longue expérience, de cette dernière comme d'une personne chaleureuse et charmante. Tout d'un coup, il l'aperçoit, sa grand-mère, citation, rouge, lourde et vulgaire, malade, rêvassant, promenant au-dessous d'un livre, des yeux un peu fous, une vieille femme accablée que je ne connaissais pas. Fin de citation. Perçu après la conversation téléphonique, privée du cadre fantasmatique, la grand-mère effectivement ressemble à un calamar échoué, une créature qui se meut avec une élégance dans le haut, mais se transforme en un dégoûtant morceau de chair visqueuse lorsqu'elle en sort. C'est ainsi que l'objet partiel autonome, la voix, peut affecter notre perception entière du corps auquel il appartient. La leçon à en tirer est précisément que l'expérience directe de l'unité d'un corps, où la voix semble être en harmonie avec son tout organique, présuppose une mystification nécessaire. Afin de parvenir à la vérité, on doit morceler cette unité, isoler l'un de ses aspects et ensuite laisser cet élément influencer notre perception. Ce qu'on trouve ici est un nouveau exemple de la devise anti-hermétique
herméneutique de Freud, selon laquelle on devrait interpréter un détail et non une masse. Donc voilà, c'est la première, disons, surprise. Contre l'opinion commune selon laquelle Hegel a une pensée de totalité, on ne doit pas isoler les éléments, on doit toujours placer un moment dans sa totalité organique, des liens, blabla. Je crois que Hegel fait le contraire exact. Prenons cette bête grand-mère. Oui, c'est une dame gentille, mais ce qu'on doit faire, c'est soustraire la voix et regarder à elle sans la voix et on voit le dégoût. Et c'est ça la totalité hegelienne. Pas la totalité organique, mais la totalité monstrueuse d'une voix presque du mort-vivant et d'un corps dégoûtant. Et il n'y a pas une autre bonne totalisation organique. La totalité organique est perdue. L'unité organique immédiate, comme le disait Hegel, d'un phénomène est par définition un leurre, une illusion qui masque les antagonismes sous-jacents. Et la seule façon de parvenir à la vérité, c'est de morceler, de couper brutalement cette unité et de faire voir son caractère artificiel composé. Cela vaut à niveau personnel. Pour voir la vérité de la grand-mère de Marcel, on doit disjoindre l'expérience de l'unité de son personnage, la décomposer en la voix obscène autonome et le reste dégoûtant, jusqu'au niveau social. L'unité organique d'un corps social doit être ruinée par la division des classes. Au niveau conceptuel, cela veut dire que la vérité est du côté de l'abstraction, de la réduction, de la soustraction, non pas au niveau de la totalité organique. L'unité réétablit la, disons, synthèse, bien que, j'espère que vous le savez, tout le monde parle comme la matrice fondamentale hegelienne de thèse, antithèse, synthèse. J'espère que vous savez que Hegel, c'est incroyable, Hegel n'a jamais utilisé ce terme. Bien que tout le monde parle comme si, etc. Donc, la synthèse des abstractions unilatérales reste au niveau des abstractions et ne peut paraître que comme un montage monstrueux, un tout non organique et artificiel comme, disons, la face du monstre de Frankenstein. On reproche souvent à Hegel que le automouvement des notions dans le processus dialectique n'est qu'un processus artificiel et abstrait, non pas un mouvement effectif et organique. À quoi on doit répondre? Oui, mais c'est précisément ça le point de Hegel. Prenons donc la dialectique hegelienne dans sa dimension la plus idéaliste, la notion de Aufhebung, sursomption, de toute réalité immédiate. Je crois que le mode le plus élémentaire de sursomption, c'est répétition. Hegel pense la répétition non comme une pure répétition mécanique, mais toujours comme la sursomption. Ça veut dire qu'à travers la répétition, quelque chose est idéalisé, transformé de réalité contingente, immédiate, en universalité conceptuelle. Par exemple, c'est l'exemple de Hegel lui-même, Julius César. César meurt en tant que personne, mais il revient, se répète, devient un titre universel. Auguste comme César. Mais César, maintenant, ce n'est plus un nom, c'est le titre. Ou, tout au moins, à travers la répétition, est confirmée la nécessité d'un événement. De nouveau, l'exemple est de Hegel lui-même. Napoléon doit perdre à 2 reprises pour comprendre que son heure était passée, que sa première défaite n'était pas un simple accident. Et je crois qu'on a un très beau cas historique d'une telle répétition, un événement qu'on admire, nous deux, la révolte des esclaves à Haïti, Toussaint l'ouverture, etc.
Je crois qu'on peut soutenir que c'est seulement à travers cette répétition à Haïti que de la Révolution française, que la Révolution française devient vraiment l'événement d'une portée universelle. Une telle répétition, littéralement, change le passé, au niveau de son statut symbolique, bien sûr. Ce n'est qu'à travers sa répétition à Haïti que la Révolution française, rétroactivement, devient ce qu'elle est, l'événement universel. L'opération fondamentale de Aufhebung, suspension, est la réduction. La chose sursommée, survite, mais dans sa version, pour ainsi dire, abrégée, arrachée à son cadre de vie, réduite à sa propriété essentielle. Les mouvements et la richesse de sa vie sont réduits en signes fixes. L'idée de Hegel n'est pas qu'après que l'abstraction de la raison a accompli son travail mortifiant avec des catégories fixes, l'universalité concrète spéculative nous ramène d'une certaine façon à la richesse de la vie. Une fois que nous sommes passés de la réalité empirique à son Aufhebung conceptuel, l'immédiateté de la vie est pour toujours perdue. Rien n'est plus étranger à Hegel que de déplorer la perte de la richesse de la réalité au moment de son appréhension conceptuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Un petit mémoire de ma jeunesse. Je me souviens, dans la fin des années 1960, un théoricien progressiste de l'éducation provoqua des remous lorsqu'il publia les résultats d'un expériment simple. Il avait d'abord demandé à un groupe d'enfants âgés de 5 ans de se dessiner en train de jouer chez eux. 2 ans plus tard, il avait demandé au même groupe de refaire la même chose après 1 an et demi d'école primaire. La différence était frappante. Les autoportraits des enfants de 5 ans étaient exubérants, gais, colorés, surréalistiquement joyeux. Mais 2 ans plus tard, les portraits étaient bien plus austères et sombres. En outre, la majorité d'enfants avaient spontanément choisi de n'utiliser à 7 ans qu'un crayon gris ordinaire, alors qu'il avait d'autres couleurs à leur disposition. Comme on pouvait s'y attendre, cette expérience fut invoquée comme preuve c'était l'année 60, la critique de l'éducation oppressive, etc., du caractère oppressif du système scolaire, du fait que la routine et la discipline scolaire étouffent la créativité spontanée des enfants, etc. Mais du point de vue hegelien, on devrait au contraire louer cette évolution. Je crois que c'est un grand progrès. On doit se débarrasser des couleurs et n'écrire qu'en gris pour comprendre la vérité. Et Hegel est ici beaucoup plus ambigu et ouvert. Une petite improvisation. D'habitude, on pense que Hegel est un philosophe quand même conservateur, modéré. Pourquoi? Parce que dans la philosophie du droit, vous vous souvenez, il présente sa vision corporatiste, pour quelques gens même proto-fascistes, des sociétés, pas de démocratie directe, les États, chacun ne peut participer directement à l'universalité, mais seulement comme membre d'un groupe spécifique, etc. Or, ce n'est pas le modèle de Hegel, je peux vous prouver. La seule proposition, c'est que Hegel n'a pas été un crétin complet. Vous vous souvenez, à la fin de la préface à sa philosophie de droit, il dit explicitement que la philosophie ne peut pas présenter l'avenir. La seule chose que la philosophie peut faire, c'est de conceptualiser un système, comme il dit, le peindre gris sur le gris, quand son temps est déjà passé. C'est absolument clair pour moi que ça doit valoir aussi pour sa propre philosophie de droit.
Donc, ce n'est pas là le système de Hegel. C'est le système de... C'est donc le temps a déjà passé. Donc, de nouveau, d'un point de vue hegelien, on devrait louer l'évolution de l'enjouement coloré à l'ordre gris comme une marque de progrès spirituel. Rien n'est perdu dans la réduction du bouillonnement coloré vivant à la discipline grise. On a au contraire tout à y gagner. Le pouvoir de l'esprit consiste précisément à progresser de l'immédiateté verte de la vie à sa structure conceptuelle grise et à reproduire dans ces médiums les déterminations essentielles que nous masque notre expérience immédiate. La véritable réanimation dialectique doit être cherchée dans ces médiums de détermination conceptuelle grise. C'est pourquoi, je ne veux pas perdre trop de temps ici, mais c'est pourquoi Hegel, quand il présente ce qu'il appelle entendement, Verstand, comme opposé à la raison, Vernunft, il la célèbre d'une façon extra. Il dit l'entendement, la capacité de diviser la chose, de séparer ce que dans la réalité appartient exemple. Il dit c'est le pouvoir absolu. Et le point pour lui, c'est pas, absolument pas, après, dans une deuxième étape, de magiquement rejoindre les choses. Non, j'ai développé ça beaucoup dans le livre. Je crois que la différence entre entendement et raison n'est pas que entendement, c'est des délimitations fixes et la raison, c'est la reconstitution de la totalité vivante. Non, l'illusion de l'entendement, c'est précisément que notre appareil conceptuel n'est pas qu'une approche partielle et que la réalité est là, en dehors. Vous savez, c'est un grand motif d'un évolutionnisme historiciste. La réalité, c'est trop riche pour notre PC. On ne peut jamais l'apprendre vraiment. Non, la leçon de Hegel est exactement l'exacte. La pensée véritable n'essaie à tout comprendre dans ces sens, mais à réduire, à minimaliser la totalité immédiate. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'universalité? Une telle position décrite par Hegel ici est bien sûr réaliste. Il y a chez Hegel un réalisme de l'universel. Mais quel type de réalisme? Je crois que c'est Lacan qui donne la formule ici. Bien que je ne suis pas un crétin total, je sais très bien que Lacan a commencé dans son enseignement les années 50 comme pseudo-hegelien. Il a même une comparaison dans le rapport de Rome de la fin du processus analytique, à savoir absolu hegelien, et plus il y a de plus en plus de distance envers Hegel. Mais ma solution de ces paradoxes est très simple. Quand Lacan dit Hegel, on doit, presque comme on le fait par l'ordinateur, remplace là par une autre, on doit remplacer par ou bien Hippolyte ou bien Kojève. C'est ça, le Hegel de Lacan. Donc, dans un passage unique de son séminaire 18, Lacan donne une définition précise de son antinominalisme. Et, une très belle surprise, il identifie là sa position comme celle du matérialisme dialectique. Voilà une citation qui est, je crois, absolument cruciale. Lacan. S'il y a quelque chose que je suis, il est clair que c'est que je ne suis pas nominaliste. Je veux dire que je ne parle pas de ceci que le nom est quelque chose qui se plaque comme ça sur du réel. Et qu'il faut choisir. Si on est nominaliste, il faut complètement renoncer au matérialisme dialectique. De sorte que, en somme, la tradition nominaliste, qui est à proprement parler le seul danger d'idéalisme qui peut se produire
dans un discours tel que le mien est très évidemment écarté. Il ne s'agit pas d'être réaliste au sens où on l'était au Moyen Âge, au sens du réalisme des universaux. Mais il s'agit de pointer celle-ci, que notre discours scientifique, ne trouve le réel qu'à ce qu'il dépend de la fonction du semblant. L'articulation, j'entends algébrique, du semblant est comme tel, il ne s'agit que de lettres, et ces effets, voilà le seul appareil au moyen de quoi nous désignons ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui fait trou dans ces semblants articulés que le discours scientifique. Le discours scientifique progresse sans plus même se préoccuper s'il est ou non semblant. Il s'agit seulement que son réseau, son filet, son lattice, comme on dit, fasse apparaître les bons trous à la bonne place. Il n'a de référence que l'impossible auquel aboutissent ces déductions. Cet impossible, c'est le réel. L'appareil du discours, en tant que celui dans sa rigueur qui rencontre les limites de sa consistance, voilà avec quoi, dans la physique, nous visons quelque chose qui est le réel. Fin de citation. Je crois qu'on trouve ici in nuce, comme on dit, la différence entre le matérialisme dialectique de Lacan et le matérialisme aléatoire que Louis Althusser s'est employé à formuler dans ses derniers écrits, où Althusser affirme également que le nominalisme est la seule position matérialiste consistante. Mais quelle sorte de réaliste Lacan est-il? Par rapport à la réalité, Lacan souscrit au nominalisme des exceptions ou déclinaisons. Oui, c'est vrai, n'existent réellement que des exceptions. Elles sont la totalité de la réalité existante. C'est là aussi le thème du nominalisme historiciste répété à l'infini, par exemple, dans les études culturelles et féministes anglo-saxonnes. La femme comme telle n'existe pas. Il n'y a que des lesbiennes, des femmes actives, des mères célibataires, et ainsi. Cette idée que l'universalité n'existe pas. Cependant, ce qui échappe au nominalisme est le réel d'une certaine impossibilité, d'un antagonisme qui est la cause virtuelle engendrant les multiples réalités. Voilà un exemple politique crucial, je crois. De ça, je le prends de mon ami, le marxiste américain Frederick Jameson. Quand il critique les théories qui sont très à la mode aujourd'hui de ce qu'on appelle des modernités alternatives. C'est très répandu dans cet anti-eurocentrisme à la mode quand on dit oui, vous, à l'Ouest, vous avez votre propre modernisation capitaliste, etc. Mais il y a des autres modernisations possibles, etc. Voilà la citation de Jameson. Comment les idéologues de la modernité, dans son acception courante, parviennent-ils alors à distinguer leurs produits, la révolution informatique, la modernité libérale mondialisée, etc., de l'espèce détestable précédente, sans s'engager dans les interrogations politiques et économiques systémiques sérieuses que le concept de postmodernité rend inévitable? La réponse est simple. Vous parlez de modernité alternée ou alternative. Tout le monde connaît désormais la formule. Cela signifie qu'il peut y avoir une modernité pour chacun, qui se distingue du modèle anglo-saxon hégémonique. Tout ce que vous détestez dans cette dernière, dans notre modernité du capitalisme libéral, y compris la position subalterne dans laquelle elle vous maintient, peut être gommé par l'idée culturelle rassurante que vous pouvez façonner différemment votre propre modernité, de sorte qu'il peut en exister une version latino-américaine, une version indienne, africaine, et ainsi de suite. Mais cela a pour but d'occulter l'autre sens fondamental de la modernité, celui du capitalisme mondial lui-même.
Fin de citation. Je crois que Jenson a raison ici, aussi bien au niveau politique qu'au niveau conceptuel. Au niveau politique, vous savez, quelle est sa thèse? Modernité, c'est un autre nom du capitalisme. Aujourd'hui, le processus capitaliste global. Et l'idée, c'est que l'erreur de cet historicisme nominaliste, c'est de dire de nouveau, mais il y a la modernité. Il y a de diverses modernités. Vous, les Européens, vous avez votre, mais nous, par exemple, aux Andes, Amérique latine, Japon, nous allons construire une haute modernité sans vos antagonismes, sans lutte de classe, blablabla. Et cela déjà vous indique où est le problème. On ne doit jamais oublier qu'on a déjà vu en Europe, dans la première moitié du XXe siècle, un grand essai de modernité alternative. C'est le fascisme, bien sûr. C'est exactement ça. Comment garder la modernisation industrielle, mais en évitant tous les antagonismes qui sont projetés sur les juifs de la lutte des classes, etc., etc. Donc, je crois que c'est ça ce qui est erroné dans ce nominalisme de la pluralité des modernités. Ce qui disparaît, c'est le fait que, oui, au niveau des faits, c'est vrai, il y a une société moderne, paradigmatique peut-être. Il n'y a que des différentes modernités. Il y a une modernité allemande, une modernité anglo-saxonne, japonaise, blabla. Mais où est l'universalité? Ce n'est pas dans un cadre général, c'est dans l'antagonisme du capitalisme. C'est-à-dire, l'idée c'est ça. Toutes les modernités positives qui existent vraiment ne sont que des réponses, des essais à contrôler, à pacifier un antagonisme fondamental. Et cet antagonisme lui-même, c'est la seule universalité. Et sans la référence à cet antagonisme de l'universalité, on ne peut pas vraiment comprendre la pluralité la pluralité de différents modes de modernité. C'est-à-dire, voilà, c'est ça ce que Hegel pense, je crois, avec sa notion d'universalité concrète. C'est pas qu'on a une universalité, disons, la modernité, qui se divise entre modernité anglo-saxonne, européenne, japonaise, tout ce que vous voulez. Non, l'antagonisme n'est pas entre des modernités particulières dans le cadre d'une tout englobant d'une modernité générale. Non, l'antagonisme véritable, c'est pas entre les formes particulières, mais c'est entre le particulier et l'universel lui-même. Chaque particularité est dans un rapport antagonistique avec son propre universalité. Et je crois que c'est exactement ça ce que Lacan indique. Et la même chose, on peut dire par exemple, le concept d'État. L'État, pourquoi il y a plusieurs formes d'État? Parce que, comme on le sait du marxisme, l'État, c'est un projet totalement inconsistant, antagoniste. Comment enforcer une pacification du corps social, mais basée précisément sur la lutte des classes? Et les différentes formes d'État sont précisément des essais de combattre, de contrôler cet antagonisme. Maintenant, vous allez me dire, mais quand même, à la fin Hegel propose un modèle, finalement, de réconciliation d'État rationnel. Non, il ne le dit pas. Il dit quelque chose de beaucoup plus belle. Il dit que cet antagonisme au niveau d'État est irréductible. La seule façon d'obtenir un État vraiment réconciliation, c'est de sortir du domaine même d'État. C'est-à-dire aller dans l'absolu, dans la communauté religieuse, etc., etc.
en ce sens, Lacan a dit que notre discours ne trouve le réel que à ce qu'il dépend de la fonction du semblant, etc., etc. Que le réel n'est pas une substance. Même Lacan a parfois ici des formulations ambiguës quand il parle de la substance jouissance. Non, ça c'est le Lacan qui ouvre le chemin à Jacqueline Miller dans son essai d'un cynisme hédoniste. Il dit le symbolique, c'est pas que c'est un domaine de semblants et on doit respecter des semblants, mais pas les prendre trop au sérieux, etc., etc., que le seul réel, c'est la jouissance. Là, je suis même prêt à dire, vous connaissez cette belle blague de Thomas de Quincy sur l'art l'art simple de l'assassinat ou quoi, combien de gens ont commencé avec un simple meurtre et on finit avec se porter mal à la table ou quoi. Je crois qu'on peut dire quelque chose comme ça sur Jacqueline Miller, non? Combien de gens ont commencé par un petit soutien à Sarkozy et on finit par une lecture erronée de Lacan, non? Non, mais sérieusement, la chose principale, c'est ici, vous ne devez que lire Lacan. Par exemple, dans le Encore, contre toute substantialisation de la jouissance, il définit même la jouissance dans son sens le plus fondamental, c'est-à-dire la jouissance féminine. C'est pas, comme le pensent quelques lecteurs de Lacan, la jouissance substantielle, véritable, qui est après châtrée par l'ordre phallique. Non, il dit, c'est ce qu'on a... Lacan donne une définition là très étrange de jouissance féminine. Il dit que c'est une jouissance, en anglais, c'est contrefactuel, le terme anglais. Quelque chose n'existe, mais peut quand même avoir des propriétés. Et il dit que la jouissance féminine n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est la jouissance phallique. Mais quand même, elle existe, elle a des effets, etc., etc. Maintenant, si je me peux permettre une vingtaine de minutes, parce que maintenant, les choses deviennent un peu plus amusantes, comme on le dit. Parce que maintenant, vous allez me dire, mais est-ce que ce que je développe ici, c'est le réel comme différence, comme cause absente, est-ce que ce n'est pas simplement une notion de différentialité, comme on appelle ça, symbolique, c'est que déjà ceci a développé, que l'identité positive d'un signifiant n'est que dans les façons de cette différence avec des autres. Ma réponse est non. On touche le réel ici. Comment? Je veux prendre et l'élaborer un petit exemple que j'utilise dans ce livre, d'un très beau film de Ernst Lubitsch, Ninotchka. Je crois que c'est le meilleur exemple que je connais de ce que Hegel appelle la négation déterminée. C'est une scène bête où le personnage principal du film entre dans une cafétéria et commande, il dit un café sans crème, s'il vous plaît. J'espère que vous savez quelle est la réponse du garçon. Il dit, désolé, mais nous n'avons plus de crème. On n'a que du lait. Puis-je donc vous proposer un café sans lait? Et c'est ça, Hegel. Non? Matériellement, c'est la même chose. C'est le café pur. Non, c'est pas la même chose. Le café sans lait n'est pas la même chose que... C'est pas la même chose que le café sans crème. Et maintenant, quelques autres versions pour vous clarifier ça. Il y a une très belle vieille blague, j'aime des blagues racistes de vieille Yougoslavie, je crois qu'ils ont été le plus fort, l'arme la plus forte contre le racisme. Paradoxal. Le peuple de Monténégro, ils ont été, comment dire, de la laideur, ils ne voulaient pas travailler, non? Et l'idée, c'est quoi? La question, c'est, blague, pourquoi un Monténégrin, lorsqu'il va se coucher, pourquoi pose-t-il deux verres, une pleine de l'eau et l'autre vide à côté de son lit? Parce qu'il est trop paresseux
pour se demander à l'avance s'il aura soif ou non durant la nuit. Je crois que, vous savez où est le truc dialectique? L'absence même doit être enregistrée. Du point de vue du raisonnement non dialectique, j'ai là un verre de eau. Et si je vais le boire, si j'ai soif, je vais le voir, sinon non. Ah non, le Monténégrin, il est hegelien. Il sait que l'absence lui-même doit être matérialisée, enregistrée. On trouve aussi un équivalent politique de cette logique dans une blague célèbre qui circulait en Pologne en époque socialiste. Et Pologne, ça a été, je crois, un paradis dans l'époque du socialisme réel des vitz, des blagues. Je crois que la grande perte spirituelle de la défaite du communisme, c'est la perte de vitz politiques. Par exemple, c'est ça la typique sagesse formidable de Pologne. C'est la meilleure définition de la vie. Qu'est-ce que la vie? La vie, c'est une maladie qui se transmet par sexe et qui finit toujours par la mort. C'est totalement exact. Ok, mais voilà cette blague. Un client entre dans un magasin, parce que vous savez, dans le socialisme, il y a toujours quelque chose qui manque, qu'on ne trouve pas dans les magasins, et demande, est-ce que vous avez déjà obtenu du beurre? Vous n'avez pas du beurre? Et la réponse, désolé, mais nous sommes le magasin qui n'a pas de papier de toilette. Le magasin qui n'a pas de beurre se trouvait de l'autre côté de la rue. Et maintenant, pas seulement des blagues, mais la réalité, je crois qu'aujourd'hui, ça c'est un peu plus sérieux, qu'aujourd'hui, idéologie fonctionne plutôt d'une telle façon. On n'a pas besoin d'un mensonge direct. On dit, voilà le café. Mais l'implication, c'est le café sans lait, mais en vérité, c'est le café sans crème, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand un représentant des États-Unis justifie une intervention militaire par la défense des droits de l'homme, c'est très important de savoir s'il nous offre les droits de l'homme sans crème, c'est-à-dire si, au nom du respect de la liberté du marché, il exclut la régulation sociale de l'économie, comme infraction totalitaire aux droits de l'homme, ou bien les droits de l'homme sont laids, c'est-à-dire s'il justifie la limitation de la liberté du marché au nom de la solidarité sociale, etc., etc. Donc, je crois que... Et où est le réel ici? Pour revenir au café, je crois que c'est clair que la chose cruciale, c'est, Freud lui-même l'a déjà noté, que c'est très beau que le mot anglais pour sens, c'est without, ce que littéralement veut dire avec le sens. Et toute la finesse dialectique, c'est un cela. Une chose peut être sans une autre chose, ou bien avec le sens. Avec le sens, c'est la relation dialectique immanente, où le sens fait partie de l'identité de cette chose. Et la seule solution ici, je crois, c'est de dire que pourquoi on ajoute quelque chose au café? Parce que le café lui-même, c'est déjà le café sens. Et ce qui manque, c'est ce que, bien sûr, ce que Lacan appelle, ce que Lacan a appelé l'objet petit a, etc., c'est le réel. Mais quand même, pour conclure, je veux maintenant faire une chose un peu folle, et je veux finir par cette thèse. Une telle règne des abstractions, au sens hegelien, implique le caractère ontologiquement incomplète de réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, je veux présenter un exemple qui est développé plus en détail dans le livre. Un exemple que j'ai trouvé dans un livre plutôt bête sur l'introduction à la philosophie de Nicholas Fern. C'est ça l'idée. Si je veux simuler la réalité matérielle à l'aide d'un médium artificiel, virtuel, numérique,
Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bout. Nous devons juste reproduire les traits qui rendent l'image réaliste du point de vue du spectateur. Par exemple, s'il y a une maison, prenons un jeu, tous ces jeux qu'on jouait dans l'ordinateur, PC, etc., le jeu digital, là, même si un jeu est très réaliste, il y a des jeux merveilleux, je dois le dire, à ce niveau, s'il y a là une maison à l'arrière-plan, nous n'avons nul besoin de construire dans le programme l'intérieur complet de la maison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la partie de ce jeu d'entrer dans la maison. Ou bien, par exemple, il y a des personnages là, mais je crois que l'intérieur de ces personnages, le cœur, les organes, ce n'est pas dans le programme. Pourquoi pas? Parce que, de nouveau, ça ne fait pas partie du jeu qu'on peut faire ça. Et l'idée de Nicholas Fern, que j'aime beaucoup, c'est que c'est comme ça qu'on doit lire la physique quantique, la thèse de l'incomplétude. Que c'est comme si, et j'aime cette idée, c'est comme si l'incomplétude veut dire que notre réalité est incomplète, dans le même sens que, par exemple, dans un jeu de vidéo, si vous avez un arbre là-bas, ce n'est pas dans le programme les détails de l'arbre, parce que ce n'est pas une partie, de nouveau, du jeu que vous pouvez s'approcher vraiment, et que Dieu a été un peu malade de paresse, non? Et qu'il a construit notre monde, il ne l'a pas programmé jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Dieu a sous-estimé notre entendement. Il a pensé, les gens sont trop bêtes pour progresser au-delà de la limite de l'atome, donc ça suffit de contrôler, de programmer des choses jusqu'à niveau. Le problème, c'est qu'on a été un peu trop intelligent pour Dieu. On a pénétré le mystère de l'atome, et là, on a trouvé la limite. Il n'a rien, c'est incomplet parce que Dieu simplement n'a pas programmé ça. Bien, maintenant vient le grand problème pour moi ontologique. Comment lire ça? Je crois que tous les paris du matérialisme dialectique moderne, d'une certaine façon, ce que moi je le fais, ce que toi fais les autres, c'est qu'on peut penser cette incomplétude sans Dieu. C'est ça, je crois, la tâche principale d'un matérialisme moderne. Et maintenant, vraiment pour finir, ah non, j'ai voulu aussi faire une autre chose, je n'ai pas... Alors, fais-la. Oui, non, parce que l'idée, c'est que j'aime beaucoup, et peut-être c'est ici une déviation obscurantiste, tu dois me critiquer, c'est que j'aimerais toujours des films de science-fiction où il y a cette idée que si on s'approche de la limite de l'univers, on rencontre des choses à l'état nu, la réalité qui n'est pas encore construite, formée jusqu'à la fin. Et le truc, c'est quoi? C'est d'habitude, c'est ça le grand geste hegelien. Il le répète toujours. Par exemple, dans peut-être sa plus belle formule, Hegel, quand il dit que le mystère des anciens Égyptiens, on était le mystère aussi pour des Égyptiens eux-mêmes. C'est-à-dire, pour être très précis, c'est que nous, quand on essaye à comprendre le vieux égyptien, on dit non, c'est un mystère, qu'est-ce que ça veut dire, le sphinx, on ne le sait pas. Le grand truc hegelien, c'est pas que du point de vue de l'idéalisme absolu, on peut comprendre tout, etc. Non, c'est juste l'opposé, c'est que le mystère, l'incomplétude, c'est déjà dans la chose même. Ce qui apparaît à toi comme ta limitation épistémologique, c'est déjà une barre, une impossibilité ontologique. C'est pourquoi j'aime beaucoup, c'est un de mes peintures
tableau classique préféré, bien sûr, comme un vieux gauchiste, de David, La mort de Marat. Vous vous souvenez qu'il y a une chose qui n'est pas beaucoup commentée, mais c'est pour moi choquant. Il y a là en bas Marat dans le bain, blabla, et presque 2/3 du tableau, rien. Une grande tache. Comme une tache en forme, etc. Maintenant, quelques crétins disent, oui, c'est le réalisme. Non, c'est pas réaliste. J'ai lu un livre sur Marat. En vérité, le mur derrière le bain de Marat a été d'un motif de qui, je ne sais pas quoi. C'est pas ça. Et je crois que c'est pourquoi T.J. Clarke, le grand historien d'art anglais, qui est aussi un beau gauchiste, a raison de dire que la mort de Marat, c'est le premier grand, c'est le commencement de la peinture moderne. Précisément parce que la tâche, c'est partie de la réalité elle-même. Et là, on peut, je crois, aussi démontrer que les Jacobins n'ont pas été, bien que je rejette le terme, mais je l'utilise maintenant, des staliniens ou des totalitaires. Parce que précisément dans le stalinisme, un tel tableau est impossible. Je peux vous dire exactement ce qu'on doit faire dans le stalinisme. On a ici en bas Marat en train de mourir. On va ajouter, comme dans le dessin, comme un nuage où Marat en train de mourir a un rêve de la belle vie, de la société française libre, les jeunes filles dansent près d'une rivière, tout ce que vous voulez. Le vide, la tâche serait remplie. On ne le fait pas là. Et pour vraiment conclure maintenant, et ça c'est moi qui je veux te provoquer ici au sens que ce n'est pas une critique, je constate seulement la différence. Ce que je ne comprends pas dans ton œuvre, c'est l'ambiguïté, ou plutôt un rapport négatif contre la pulsion de mort. Parfois, tu l'utilises même simplement comme décadence, pulsion de mort, etc. Mais parce que, précisément, cette tâche, ce caractère ontologiquement pas complète de la réalité a pour moi quelque chose à faire avec la pulsion de mort, je veux précisément faire 2 brèves remarques et te poser quelle est ta réaction à ça. Premièrement, et je répète dans tous mes derniers livres ça, la pulsion de mort freudienne n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le principe de nirvana, la poussée vers la destruction, auto-effacement. Si vous êtes prêt à lire Freud en détail, vous venez voir, et c'est un très beau paradoxe, que pulsion de mort est pour moi le terme freudien de l'immortalité. C'est quelque chose qui existe au-delà de la vie et de la mort. C'est ça l'immortalité. C'est ça la pulsion de mort. C'est simplement la mort, c'est une vie qui ne peut pas finir, qui existe au-delà de la mort. Quel est le sens philosophique de ça? On trouve chez Kant une très belle, très simple, mais très belle distinction entre jugement négatif et jugement indéfini ou infini. Le jugement négatif, c'est simplement la négation d'un prédicat. On prive le sujet de son prédicat. Par exemple, le jugement négatif, c'est l'âme n'est pas mortelle. Mais le jugement indéfini pour Kant, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est qu'au lieu de la négation d'un prédicat, on affirme un non-prédicat. On ne dit pas l'âme n'est pas mortelle, mais l'âme est non mortelle. Et quelle est la différence? Et si vous aimez les romans de l'horreur de Stephen King, c'est immédiatement clair. Si je dis il n'est pas mort, c'est-à-dire il est vivant, pas de mystère. Mais si je dis il est non mort, c'est undead, c'est le mort vivant. Et je crois que la pulsion de mort, c'est ça précisément. Par exemple, c'est pourquoi
je me réfère à toi, au fond, l'homme est, il y a au centre d'un être humain toujours le inhumain. C'est pas qu'il n'est pas humain, mais inhumain comme, disons, comme inhumain, comme humaine, mais en même temps comme la négation de l'humanité qui est interne à l'être humain lui-même. Et vraiment pour finir, donc mon propos c'est ça. Comme tu l'as développé, Cantor a introduit la multiplicité des infinis, peut-être Freud et Lacan rendent possible de parler d'une multiplicité des immortalités. Il y a d'un côté une immortalité proprement comique, celle des dessins animés, vous savez où la souris peut être coupée en petits morceaux, écrasée, brûlée, mais elle survit tout ça. La même chose, soit dit en passant, vaut pour la victime sadienne qui, comme l'a noté Lacan, est capable de survivre intacte de supplices interminables. Puis il y a une immortalité obscure et obscène, celle des morts vivants. Et même là, c'est très intéressant de le voir, il y a quelque chose comme une lutte de classe, je crois. Parce qu'il y a deux types des immortels, des morts vivants principaux. C'est les zombies et les vampires. Et c'est incroyable comment ça s'éclaire que c'est la lutte de classe à Hollywood. Les vampires sont des aristocrates comme nous, parmi nous. Les zombies, ce sont les ouvriers qui attaquent toujours. Et c'est intéressant qu'avant que le code Hays a été imposé, la censure à Hollywood, il y a un film White Zombie, le zombie blanche avec Bela Lugosi, où on a ça directement. Le personnage principal est joué par Bela Lugosi, qui est devenu un an avant célèbre comme Dracula, le vampire. Il joue là le propriétaire d'une usine à la Nouvelle-Orléans et il la montre à ses invités. Il emploie là les zombies. Et il dit ouvertement, c'est formidable des zombies, pas de grève, pas de syndicats, ils travaillent tout le temps, etc., etc. Donc, pour revenir. Et il y a aussi bien sûr, une immortalité événementielle dans la direction que tu développes. Mais je crois quand même que donc c'est ça, de nouveau, c'est ça qui me fascine. Cette idée d'une immortalité, par exemple, on aime Wagner, mais c'est cette immortalité obscène, c'est la figure centrale de Wagner. La pulsion de mort dans les opéras de Wagner, c'est pas la mort, c'est précisément l'inhabilité de la figure principale de mourir. Au début, l'oiseau fantôme, l'Hollandais, il veut mourir, il ne peut pas mourir. Jusqu'à la fin, le roi Amfortas, non? Et ça, et cette immortalité comique, c'est là, soit dit en passant, la raison pourquoi je déteste le film de Benigni, La vie est belle. Parce que c'est trop soft, comme on le dit. Il introduit dans la topique de Auschwitz cette espèce d'immortalité comique. La figure, il joue une figure qui survit toute. Ok, à la fin, il meurt, mais là, c'est le mensonge du film. Je veux faire un expériment très simple avec vous. Tout le monde connaît l'histoire, non, de La vita è bella. L'histoire, c'est que, bon, le couple, le père et le fils sont emprisonnés à Auschwitz et pour faciliter à son fils la survie, le père lui raconte un mensonge, que ce n'est pas un compte de mort, mais ce n'est qu'un grand test. Si on persiste jusqu'au bout, mais on peut partir quand on veut, on va gagner quelque chose, blabla. Je crois que ça serait possible une formule beaucoup meilleure de film. Et si à la fin, quand il est en train d'être tué, le père réaliserait
tout d'un coup que c'est pas seulement lui, le père, qui a raconté à son fils une histoire, un mensonge pour lui faciliter la survie dans Auschwitz, mais s'il réaliserait que le fils aussi, dès le début, savait que c'est un mensonge, mais a fait comme s'il croit à son père pour rendre les choses plus faciles pour lui. Donc, même le fils... C'est ça une complication que fait la situation beaucoup plus tragique. Mais maintenant, c'est un miracle, mais je veux vraiment conclure maintenant. Donc, c'est ça ma question. Ma tendance, c'est de dire... Je ne dis pas seulement qu'il y a seulement une multiplicité d'immortalité, mais qu'il y a quand même une négativité plus radicale qui est, j'ai essayé de développer là, à tous les niveaux chez Hegel. Non, la leçon finale de Hegel n'est pas la réconciliation. Comme au début de sa philosophie de l'esprit, c'est formidable. Hegel parle de la folie, il est plus Foucaultien que Foucault. Il dit, la folie, c'est une possibilité immanente qui appartient à l'être humain comme tel et ne peut être jamais assumée. C'est un moment. Et à la fin de sa philosophie de l'histoire, de sa philosophie de droit, il y a quoi? Il y a l'état rationnel, il y a la guerre, la nécessité de la guerre qui persiste partout. Donc, la formule finale de Hegel n'est pas toute la négativité sursumée dans une harmonie. Non, c'est que l'abîme, la pulsion de mort persiste. Donc, voilà mon problème. Je accepte totalement, je crois que c'est une chose absolument magnifique, ta théorie de l'événement. Mais je crois qu'on doit présupposer, j'avais ici un conflit avec ton élève Bruno Bostils, qui dit que toutes ces choses, pulsion de mort, angoisse, que ce n'est comme si l'événement jette une ombre rétroactivement déjà sur la vie animale. Et je suis ici, disons plus, je crois que, non, pour qu'il y ait un événement, on a besoin de quelque chose comme pulsion de mort, qui est neutre. Et ce n'est qu'à l'arrière-fond de cet espace négatif qu'on peut faire l'événement. Donc, ce n'est pas simplement la vie animale et de l'autre côté, et l'événement. Qu'il y a, et ça ne veut dire que je défends ici un nihilisme irrationnel, etc., etc. Je suis seulement peut-être un peu plus pessimiste, comme on le dit, qu'il y a quand même une négativité irréductible qui n'est pas la même chose que la vie animale. C'est déjà non animal. Mais ce n'est que sur l'arrière-fond de ça qu'un événement est possible. Maintenant, je sais qu'une fois, quand j'ai déjà participé à un séminaire de Badiou, j'ai donné quelques propos un peu critiques et j'ai proposé d'une façon très modeste que le titre de cette réunion peut être Alain Badiou devant le tribunal du peuple, vous savez, comme les procès staliniens. Maintenant, tu vas probablement tourner ça dans Slavoj Žižek devant le tribunal du peuple, non? Et voilà la voix du peuple. Ben, je vais te poser quand même une question tout de suite, là. Oui. Il me semble que tu t'es mis à décliner les immortalités un peu contre ta règle antérieurement fixée du caractère périlleux et non matérialiste de la déclinaison en multiplicité d'une catégorie négative. Hein? Oui, mais quand même, cette réforme, c'est sur l'arrière-fond d'une négativité pure, disons. Oui, d'accord, mais donc, en un certain sens, la multiplicité des négativités est interne au fond de la négativité radicale, la négativité propre. Oui, oui. Mais tu avais l'air de te réjouir de cette multiplicité des négativités, là, tout d'un coup. Alors que tu l'as critiqué quand même tout à l'heure. Tu en as fait un étalage, une figure du nominalisme. Non, c'est que le nominalisme ne le voit pas, c'est qu'il y a un réel dont le caractère traumatique explique
c'est que je n'ai rien contre la multiplicité. Je dis seulement que la multiplicité ne peut être comprise que sur l'arrière-fond d'une universalité impossible, antagonistique, absente. Ben, tu reconnais quand même qu'il y a une mort fondamentale, alors. Quoique. Qu'il y a une mort essentielle, fondamentale. Pas mort, mais pulsion de mort. Ah ben pourquoi Pourquoi c'est une pulsion? C'est pulsion précise. Oh, pourquoi pulsion? Ça, c'est une question à poser à Freud. Pourquoi? Mais pour moi, la pulsion, ça veut dire simplement, d'une façon tout à fait formelle, que quelque chose existe qui interrompt le rythme de la vie animale. C'est ça pour moi, le minimum. C'est pourquoi pour moi aussi, par exemple, pour être très naïf, mais c'est toi qui as développé ça, tomber dans ton éloge de l'amour, tomber amoureux. Qu'est-ce que ça veut dire? On est très heureux à ne pas être amoureux. On a une vie simple, on sort avec les amis, blabla, et puis on tombe amoureux. Et c'est la fin. Tout est focalisé sur ça, toute la paix est ruinée, etc. C'est ça la pulsion de mort. Quelque chose qui existe absolument et interrompt et c'est pourquoi je suis totalement d'accord avec toi. Cette belle phrase qui ne fonctionne qu'en anglais et en français, tomber l'amour, fall in love, que toute la stratégie aujourd'hui, c'est d'éviter ça. Même avec le sexe, on fait comme ça. Quand j'ai pris un vol aux États-Unis, j'ai lu là, dans cette revue bête de compagnie aérienne, un texte éloge du sexe. Et c'est le texte le plus déprimant que j'ai lu. Parce qu'il est totalement plus sexe, mais comme quelque chose qui est très utile et bon. Il dit, si vous faites le sexe d'une façon dynamique, c'est très bon pour votre cœur, vous pouvez se plus longuement. Et il dit même, si vous faites ce qu'on appelle French kiss, le baiser avec la tongue, ça va vous aider de vieux de ne pas perdre la salive, etc. Toute cette idée que, comme tu l'as dit, que comment être amoureux sans tomber à l'amour. Et c'est vraiment ici, je crois que c'est ça ma grande reproche à mon ami personnel, mais pas théorique, Judith Butler. Sa théorie est précisément partie de cette doxa postmoderne, rejet d'une identité fixe, on doit se reconstruire, changer, expérimenter, etc., etc. Elle m'a dit une fois, pourquoi tu m'attaques tellement? J'ai dit, ma réponse a été que pourquoi elle agit comme si sa théorie est quelque chose de subversif. Non, ce qu'elle décrit, c'est précisément, pour le dire dans de vieux termes marxistes, la forme de subjectivité dominante de notre capital. Parce qu'aujourd'hui, l'idéologie ne nous interpelle pas, comme le dit Althusser, sur tu dois obéir ton père, se marier. Non, c'est un hédonisme un peu spiritualisé. Tu dois vivre sa vie pleinement. Et tu ne dois pas être trop fixé. Et c'est déjà commencé ça. Mes amis m'ont dit que parmi des psychanalystes aux États-Unis, c'est déjà répandu le dogme que si on est fidèle à sa femme ou à son homme, c'est pathologique. C'est une fixation pathologique. On va être dynamique tout le temps, etc. C'est comme ça que notre bouddhisme d'aujourd'hui, bouddhisme quotidien fonctionne. Vous savez, cette pseudo-sagesse pseudo-bouddhiste qu'on ne doit pas s'attacher trop aux objets matériels. C'est-à-dire, ne tombe pas trop amoureux, ou on doit être à la distance, etc. Et c'est pour moi ça, la leçon véritable, déjà du Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes les deux des chrétiens matérialistes, non? Absolument. Non, tu dois... Bouddhisme n'est pas la sagesse païenne, qui est toujours ça, égalité, balance des principes ou quoi. Non, la leçon chrétienne est fait son choix, et même si, je ne dis pas fiat justitia pereat mundus, fiat, je ne sais pas, amour, événement pereat mundus.
jusqu'au bout dans l'unilatéralité. C'est ça la grande idée hegelienne, à l'encontre de la sagesse ordinaire. La vérité est extrêmement unilatérale. Quand on est dans une situation complexe, c'est jamais que, oh, c'est un côté, c'est l'autre côté, et la vérité, c'est dans la vie de... Quand mes amis me disent ça, j'avais une grande polémique à Corée du Sud, je leur dis, ils m'ont dit, mais toujours quand il y a un conflit, on doit se retirer du conflit. J'ai dit, ah, c'est très intéressant. Donc, les Juifs à Auschwitz doivent dire, non, on ne peut pas simplement s'opposer aux nazis, c'est trop unilatéral, peut-être on doit se retirer et voir la balance la plus globale. Non, et toi tu as dit ça, c'est comme ça que je lis ta thèse formidable, que l'universalité actuelle, pas l'universalité empirique, c'est subjective. C'est pas pour comprendre la vérité universelle d'une situation. C'est pas qu'on doit se retirer et voir tous les côtés. Non. L'universalité n'est pas accessible que d'un point de vue engagé unilatéral. OK. Qu'est-ce que je peux dire? Non, mais avec ça, je suis tout à fait d'accord. Là, véritablement. Ça. Quand on est trop d'accord, ça veut dire que le haine est tellement réprimé que... Non, mais sérieusement, est-ce que je peux dire seulement quelque chose? Là, je suis vraiment d'accord parce que ça se passe tout le temps entre moi et, au moins pour moi, entre moi et lui, que même quand je essaye à monter un conflit, on voit que même si nos affirmations immédiatement positives sont opposées, le champ est déjà déterminé, on partage le champ. Avec toi, même quand on n'est pas d'accord, on peut discuter, mais avec des autres, ce n'est pas un champ commun, je ne peux pas même discuter, non? Et si tu veux, je voulais revenir, il me semble que l'inflexion que tu donnes à cette affaire de pulsion de mort, puisque ça fait très longtemps que tu dis, ici très gentiment, et quand je ne suis pas là, plus fermement, que Badiou, que le problème de Badiou, c'est qu'il n'accepte pas la pulsion de mort. Mais est-ce que ce n'est pas vrai, ça, d'une certaine façon? Et justement, c'est là... Justement, c'est tout le problème. Oui, c'est vrai. Je te dis à toi très doucement, tu sais pourquoi? Parce que je suis un personnage humaniste. Et je sais que si je te dis en face, ça peut te blesser. Oui. Donc, précisément à cause de mon humanité chaleureuse, je ne dis de mauvaises choses sur toi que derrière ton dos. Non? Pour ne te pas heurter. C'est ça le humanisme concret. Non? Oui, ça, tu as tout à fait raison. Non, mais sérieusement, oui, dis-moi. Mais tu es en train de dire que mon humanisme à moi, c'est de ne même pas te dire en face les contradictions. C'est un humanisme supérieur, tout de même. Parce que toi, tu es obligé de manier un semblant, là. Tu manies le semblant humaniste, tu dis, finalement, je vais te faire une objection. Tandis que moi, je dis toujours, il n'y a pas d'objection. Oui, mais je vais t'en faire une, quand même. Je vais t'en faire une, quand même. Ça veut dire, il n'y a pas d'objection parce que tu es un crétin tellement total que... Ok, mais, non, mais sérieusement, tu avais là une réflexion très sérieuse. Qu'est-ce que tu as voulu dire avec cette pulsion de mort? Ok, pulsion de mort. Oui, je commençais. Je voulais te dire qu'à un moment donné, de ta déclinaison de la pulsion de mort et pour la défendre, tu la confonds, tu la fusionnes avec l'existence d'un risque. Hein? Parce que quand tu dis il ne faut pas tomber amoureux, c'est uniquement parce qu'en effet, on expose à ce moment-là son existence à un certain nombre de risques. Mais quel rapport a cette notion de l'exposition à un risque avec une pulsion de mort? Ça, je ne le comprends pas, tu vois. Autrement dit, moi, ma vision est absolument que, d'une certaine manière, dans l'engagement pour une vérité, et il y a toujours, en effet, parce que sa structure est une structure d'exception, et là, là c'est notre hegelianisme commun, parce que sa structure est une structure d'exception, il y a toujours un risque. Mais pourquoi symboliser, d'une certaine manière, subjectivement, toute figure du risque dans la figure de la mort?
C'est ça qui Là, je suis d'accord avec toi, je n'aime pas le terme pulsion de mort. Mais la chose. Mais c'est le terme de mort qu'il ne faut pas aimer. Ici, on a dit la dernière fois, ah bah la mort, tu devrais pour le dire moi, aussi. la mort, ça veut dire, au sens de vampire, aussi un excès de la vie. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Ok, je vais le dire comme ça. Alors c'est la pulsion d'immortalité. Oui. Si c'est le vampire. C'est absolument la même chose. Ah oui. bon, alors. Non. Et maintenant, tu es pour les vampires. Ok, non, mais sérieusement. Maintenant, je vais être quand même très précis. Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose comme s'exposer au risque, on l'appelle comme qui peut advenir aussi sans l'événement, qui ouvre le champ, qui n'est pas encore événement, qu'il y ait dans ce sens, ok, appelons-le négativité. Il y a un moment de négativité, d'interruption de ce que tu appelles la vie animale, blabla, mais qui n'est pas encore l'événement. Oui. Mais moi, je ne l'appellerai pas du tout la pulsion de mort, je l'appelle le courage. Je l'appelle le courage. Pour moi, et je reconnais que le courage peut être une disposition subjective qui, d'une certaine façon, n'est pas provoquée ou convoquée par l'événement, mais qui, d'une certaine manière, est présente dans sa genèse ou dans son apparition ou dans son surgissement. Mais je suis contre la thèse que je trouve stoïcienne, d'une certaine manière, que tout courage est un courage au regard du risque de mort ou de la mort. Je souhaiterais que tu ne convoques pas du tout la mort dans cette affaire. Parce que je ne pense pas que ça ait réellement à voir avec elle. Mais ok, je veux dire, la seule chose qui justifie pour moi le terme la mort, c'est la mort comme le nom vague d'une façon abstraite d'un au-delà de la vie animale. C'est ça qui justifie pour moi le terme la mort. Mais c'est la mort qui est animale, justement. Donc un au-delà de la vie animale n'a aucune raison de s'appeler la pulsion de mort, parce que la mort n'est inscrite dans notre destin que parce que nous sommes animaux, justement. Ok, maintenant on entre dans un autre débat. Là, je veux te trahir même plus et dire que quand même, bien que je suis totalement d'accord avec toi sur toute la thèse de l'immortalité, etc., je crois que quand même il y a une certaine consistance dans la thèse heideggerienne, etc., que l'animal n'a pas un rapport à la mort de telle façon. C'est que ce n'est l'homme qui est mortel dans cette façon précise du rapport à la mort. Ben, je suis heureux que tu confesses ton heideggerianisme sur ce point. C'est quand même parce que tu ne peux pas le tirer vraiment de Hegel, ça. Il y a la lutte à la mort et pour lui aussi. Oui, mais c'est l'esprit qui se maintient dans la mort, Hegel. C'est pas du tout la pulsion de mort, c'est l'esprit qui se maintient dans la mort même, parce que la mort même est la vie de l'esprit. Bon. Oui, mais ce que je veux... Cette maintenance de l'esprit dans la mort même, chez Hegel, c'est pas réductible, ça ne se laisse pas réduire à une subjectivation préalable ou à une forme pulsionnelle dont la mort serait le symbole ou l'enjeu. D'accord, mais ma thèse serait, je sais très bien que c'est une thèse risquée, que chez Hegel, ça peut advenir... C'est pas que la négativité s'inverse automatiquement dans la vie éternelle. Ça peut aussi échouer. Oui, bien sûr. Et ça, c'est important pour moi. Par exemple, de nouveau, la guerre ou la folie, il y a partout chez Hegel, c'est-à-dire que chez Hegel, c'est ça ma lecture, que Hegel est un grand penseur de contingence. Dans quel sens? Oui, c'est comme dans la répétition. Oui, il y a une nécessité. Mais nécessité, c'est quelque chose qui s'établit toujours rétroactivement d'une façon contingente. Ce n'est pas décidé à l'avance. C'est pourquoi je me réfère à quelqu'un que, bien sûr, je ne partage pas toutes ses idées, mais là, il a développé de belles choses. C'est théoricien français des catastrophes, Jean-Pierre Dupuy, qui maintenant fait à Stanford. Il enseigne là. Il a développé ça d'une très belle façon. Il a trouvé, je le cite là, un très beau passage d'un commentaire sur les élections en France, où c'est déjà 20 ans que Balladur a été un candidat. Et le commentaire dans Le Monde a été que si
dans les élections de la semaine prochaine, ça a été un commentaire avant les élections, s'il y aura la victoire de Balladur, si il est victorieux, sa victoire aura été nécessaire. J'aime beaucoup cette logique. C'est comme comment il s'appelle? C'est comme chez Julius César. C'est pas quand il a confronté Rubicon, ça a été totalement contingent. C'est possible qu'il dirait non merci, je préfère pas me confronter, je reviens en France ou à la gueule. Mais dès qu'il l'a fait, ça a devenu son destin. Et je suis prêt même à interpréter en ce sens. Je crois qu'il y a quelque part sur cela la topique de prédestination. Que prédestination n'est pas, c'est pourquoi nous deux on aime Pascal, etc. Non? Parce que j'aime généralement les jansénistes, parce que ce sont, d'autant que je le sais, vous pouvez me corriger, les seuls catholiques qui ont aussi soutenu la prédestination, non? Pour ne pas même mentionner celui dont tu as tenu un séminaire Malebranche, non? C'est ça la clé pour moi. C'est pas d'habitude quand on parle de contingence et nécessité chez Hegel, on le réduit à cette formule bête, même pseudo-marxiste, de la nécessité de la contingence. Par exemple, Napoléon lui-même, non? On dit, il y avait dans l'histoire de la Révolution française une tendance, une nécessité du passage vers l'Empire. Et, par hasard, ça a été Napoléon qui a joué le rôle de l'empereur. Mais sans Napoléon, peut-être quelques autres. Ça, c'est pour moi la version vulgaire. C'est toujours la version substantialiste d'une nécessité qui se réalise à travers des circonstances contingentes. Mais je crois que la position véritable hegelienne, ce n'est pas seulement la nécessité de la contingence, mais la contingence de la nécessité elle-même. Quelque chose s'est passé, Napoléon a pris le pouvoir d'une façon contingente et rétroactivement, ça devient nécessaire. C'est toute la dialectique ici de la rétroactivité et de, comment on dit, si quelqu'un vient avant... Anticipation. Pas seulement anticipation, mais aussi... si un écrivain annonce naître, prédécesseur, comment on dit ça? Oui, un prédécesseur. Prédécesseur, oui. Et ici, Borges a dit à propos Kafka une chose très belle. Non? Il a dit que c'est pas seulement qu'un écrivain a des influences de prédécesseurs. Ça, c'est valable pour tout. Mais un écrivain vraiment grand crée lui-même ses prédécesseurs. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire les prédécesseurs de Kafka sont Dostoïevski, William Blake, Edgar Allan Poe. Oui, mais on ne peut pas voir ça qu'une fois Kafka est déjà ici. Dans ce sens, pas au niveau de la magie. Je crois qu'on peut même, dans ce sens, on peut changer le passé. Et la condition de ça, je reviens à ma thèse finale, c'est cette incomplétude ontologique, etc. Non, mais moi, je vais te dire mon accord, parce que je sens que c'est ça qui te déplaît le plus. Un névrotique obsessionnel comme moi, ça va déclencher une angoisse insupportable. Ouais. Tu as déjà dit un peu que la différence envers moi, ce qui concerne la position de moi, de mort. Ok, un peu plus loin. Qu'est-ce que tu trouves erroné dans cette multiplicité des immortalités? J'étais d'abord en train de te dire que je suis profondément d'accord sur ta dialectique de l'anticipation et de la rétroaction. Oui, oui. Naturellement, l'événement, pour moi, est constitutif d'un système de conséquences susceptible d'engendrer une vérité. Et du point de cette vérité, c'est du point de cette vérité et d'elle seule que, en effet, le passé est recomposé. Mais pas d'une façon, mais c'est quand même, et c'est ça, je suis totalement d'accord avec toi ici, c'est ça, cette limite presque imperceptible, mais ça ne veut pas dire un relativisme postmoderne. Pas du tout. On construit le passé, non, c'est pas ça. Non, d'aucune façon. Le retravail sur le passé est lui-même dialectisé
du point de la vérité, de telle Oui, sorte oui, que oui. le rapport entre contingence et nécessité est un rapport indémêlable à un certain moment. Parce que c'est ça, une des critiques de toi anglo-saxonne, pas même des critiques, c'est même pire que des critiques, des faux amis, qui disent, ils sont d'accord avec toi, mais chacun a sa petite vérité. J'ai un événement, l'autre a un événement, il y a des mille événements, et chaque événement, non? Oui, non, mais l'erreur constitutive d'une certaine interprétation anglo-saxonne, c'est de ne pas voir que l'événement en lui-même doit être distingué de la vérité en tant qu'elle est le travail de l'événement dans ses conséquences. Donc ils parlent tous d'un événement vérité, or ça n'existe pas. L'événement ne crée que la possibilité d'une possibilité, d'une certaine manière. Pour conclure d'une façon plus dynamique, est-ce que tu serais d'accord que c'est pour cette raison que j'ai toujours des soupçons sur cette, disons, enthousiasme de rébellion? Oh mon Dieu, 1 million de peuples sur Tahrir à Athènes. Ça, c'est très facile. La chose véritablement dure, c'est les conséquences. Absolument. C'est pourquoi ça a été aussi mon désenchantement. J'ai été là sur Occupy Wall Street, non? Parce que c'était incroyable comment, déjà pendant l'événement, pas dans ton sens, mais simple, l'occupation de Wall Street, etc., les gens là m'ont dit, quand j'ai parlé avec eux, c'est formidable, même si rien ne se passe, on va se souvenir de ça comme d'un événement formidable, non? Et j'ai dit non, je me fous de ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est le travail d'amour, pour le dire dans le terme chrétien. C'est les conséquences après. Bon, mais puisque tu as commencé en disant que la bande des 4 de l'idéalisme allemand correspondait aux procédures de vérité, et que tu as dit, c'était le point le plus risqué quand même de ton analogie, que c'était Hegel qui était le penseur de l'amour, que c'est à lui que tu as fourré l'amour. Il y a un fragment de John Hegel très fameux sur l'amour. Voilà. Eh bien, on va terminer là-dessus. Oh mon Dieu, j'ai cru que tu as une grande surprise. Mais tu sais bien que avec toi, je suis entièrement bénévolent. Mais c'est moi donc qui dois avoir peur de ça, que quand je pars, en 2 jours à Slovénie, tu vas convoquer tous ses amis et faire la liste de mes crimes, non? Celui qui jusqu'ici a fait ça, c'était toi dans tes classes où tu organisais le procès de Badiou. Alors, si je l'organise un jour, ce sera beaucoup plus vaste. Merci. Ce sera beaucoup plus vaste. Merci à vous tous. Merci à vous.